T'as vu, je me suis mis cool. La mèche cool. On y va? Dans une minute? Ça va se lancer, en fait. Ouais. C'est lancé. Mais j'attends 14 heures. Bon, c'est bon, là. Tout le monde est là. Donc là, déjà, tu vois, donc tu peux déjà dire non. Ah, t'as retiré le... C'est dommage. Bah oui, parce que c'était... Je voulais en parler. Non, pas celui-là, pas celui-là. Pardon. Le tableau sur Technologia. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Je voulais en parler. Mets-le plus à droite. Voilà, super. On ne le voit pas, mais bon. Il faut le mettre vers les planches. Voilà, super. Voilà, là où j'étais en fait. Très bien, super. Bon, allez, on y va. Bonjour à toutes et à tous. Je vais lancer donc ce webinaire sur la pénibilité. Donc, j'espère que ce travail que j'ai fourni pour essayer d'aborder ce sujet apportera en fait quelques éclaircissements parce que c'est un sujet difficile, c'est un sujet technique, transversal qui couvre l'ensemble du spectre de l'activité en fait qui sont celles des salariés. Donc bon voilà, donc c'est une approche sur laquelle je voulais avant tout préciser d'où je parle. Hein. Comme vous le savez, je suis président fondateur de Technologia. D'ailleurs, vous voyez derrière moi, il y a un des premiers tableaux de présentation de Technologia. Ça remonte à plus de 30 ans. Donc, c'est un peu symbolique. Technologia, donc, est un cabinet qui travaille à l'amélioration des conditions de travail, à la prévention des risques professionnels, à la fluidité du dialogue social. Donc, nous avons une grande expérience en matière de pénibilité. Nous avons beaucoup travaillé depuis maintenant 35 ans sur ces problématiques. Et c'est de là d'où je parle. Alors, je dis ça parce que, en termes de sociologie, c'est important de préciser d'où on parle. Ma vision est celle d'un préventeur, peut-être avec beaucoup d'exigences, peut-être avec pas mal, je dirais, d'esprit critique sur ce qui s'est passé au cours des 15 dernières années. Mais bon, c'est ma vision et je la partage avec vous, on pourra en parler. Donc, c'est un sujet qui est, à mon avis, essentiel dans la période actuelle. Et j'espère que j'aurai pas mal de questions sur cette problématique. N'hésitez pas en tout cas à vous manifester pour qu'on puisse y répondre. Alors, ce que l'on peut dire, donc, le chemin que je vais employer, je vais déjà parler en introduction de l'après-guerre. Je verrai ensuite la notion de pénibilité, comment elle a évolué. Ensuite, nous verrons que la pénibilité est à la source de nombre d'inégalités et qu'il est vraiment essentiel de travailler sur cette question pour tout simplement une meilleure justice sociale. Et nous verrons globalement depuis 15 ans, depuis novembre 2010, la tentative faite par le législateur pour améliorer les conditions de travail, limiter la pénibilité. Nous verrons en fait combien cette série de successives de réformes ont été insuffisantes. Alors, la première chose que l'on peut dire, c'est que après la Deuxième Guerre mondiale, après cette catastrophe humanitaire, après cet effrayant cataclysme qui a vu la mort d'environ 60 millions d'hommes, dont la Shoah, on peut dire que les démocraties se sont interrogées sur les causes qui ont provoqué cet écroulement de la civilisation. Et ayant tiré les enseignements, les démocraties ont mis à l'ordre du jour, bien sûr, l'égale dignité de tous les êtres humains, mais ont fait en sorte que les droits économiques et sociaux puissent être réintégrés parmi, je dirais, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 89 et dans celle de 1948. Pourquoi les droits économiques et sociaux? Parce que tout simplement,
il est évident que la crise économique de 1929 a plongé dans la misère des millions d'hommes et qu'elle est à l'origine du terreau qui a permis l'arrivée du fascisme en Allemagne et dans d'autres, enfin du nazisme dans d'autres pays. Donc voilà, donc ça c'est très important de comprendre que après-guerre, il y a eu toute cette réflexion et que le bien-être est une antidote aux extrémismes. On pourrait d'ailleurs reprendre ce slogan aujourd'hui, hein, parce que le fait est que le ressenti négatif sur ces conditions d'existence peut avoir des conséquences sur le terme politique. Après-guerre, de même, on a eu une situation où on a vraiment défini ce qu'était la santé, qui n'est pas simplement une absence d'infirmité, une absence de maladie, mais qui est, je dirais, un bien-être physique, mental et social, et qui doit être encouragé par une activité, favorable dans l'entreprise pour favoriser cette dynamique utile. Hein, comme je dis souvent, pourquoi faut-il s'occuper des conditions de travail? Parce que tout simplement, elles ne s'améliorent pas d'elles-mêmes. Elles ne s'améliorent pas d'elles-mêmes. Hein, donc, il est important d'y travailler. Alors, la question qui est centrale, c'est celle de la démocratie et de la République. La démocratie, en fait, garantit l'égalité des droits. Bon, sauf que on voit bien qu'on est, même si on est égaux en droit, il y a tout l'environnement, il y a votre biographie personnelle qui fait que, bien sûr, cette égalité parfois est bafouée par les faits. Et donc, la République, c'est là où je vais en venir, doit garantir l'égalité des chances. Et donc, tout le débat que nous avons dans la prévention de la pénibilité, dans tout le parcours professionnel, c'est que, en fait, la République doit garantir l'égalité des chances d'avoir une vieillesse, une espérance de vie en bonne santé, sans être forcément heureuse, mais qu'on rétablisse. Or, on va le voir, c'est loin d'être le cas. Alors, la question de la pénibilité a fait souvent débat. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette pénibilité, pendant de nombreuses années, a été acceptée, même voire revendiquée comme étant partie prenante du pacte social entre les salariés et les employeurs. Souvent, la pénibilité était associée à une certaine virilité. Je fais un métier, je fais pas un métier de gonzesse, entre guillemets. Je fais effectivement, je suis un dur à cuire. Regardez les images qui nous viennent du Fordisme, même y compris de Chaplin, quand on revoit l'homme frêle qui court dans les temps modernes sur la chaîne, et puis le gros costaud qui assure, vous voyez, ou même l'image de Stakhanov en Russie, on voit que la pénibilité a souvent été assimilée quelque part à la virilité, et donc très souvent aussi, la pénibilité a permis de négocier des conditions de travail avec un pacte plus ou moins heureux qui s'est mis en place, c'est-à-dire qu'on tolère des situations de travail difficiles, pénibles, à condition qu'on soit rémunéré. Donc la pénibilité, elle peut avoir différentes dimensions, physique, psychique ou mentale, voire relationnelle. Quand je parle de relationnel, je parle de harcèlement, quand vous êtes dans une situation difficile, par exemple avec votre supérieur hiérarchique, c'est compliqué à vivre. Hein. Et d'ailleurs, c'est la première source de risque psychosocial. Psychique ou mental, on va le voir, il y a effectivement une grande émergence aujourd'hui des pathologies psychiques liées au travail, hein, et puis bien sûr physique, puisque, encore une fois, en dépit des progrès de l'automatisation, on constate encore bon nombre de métiers très pénibles. Parmi les métiers pénibles, l'agriculture, les marins-pêcheurs, les gens qui tirent les câbles par tous les temps pour les réseaux électriques, les réseaux télécoms, les gens qui travaillent, par exemple, parmi le montage sur les chaînes, le travail répétitif, etc. Et donc, il y a énormément de métiers. On considère qu'il y a à peu près 20% des actifs qui est confronté à ce qu'on appelle un travail pénible. Ceci dit, ce que l'on constate, c'est que l'automatisation a permis de favoriser le recul de la pénibilité au cours des 20 dernières années. Il y a le constat qui a été fait d'ailleurs par la DARES, les expositions longue durée à certaines contraintes physiques ont diminué dans les principaux secteurs. Par exemple, si vous êtes marin-pêcheur, auparavant vous lanciez les filets, vous les retiriez. Aujourd'hui, vous avez un système de treuil qui vous permet d'aller chercher très loin et de ramener sans avoir à tirer sur les épaules, sur les muscles, etc. Donc, c'est plus facile. Ceci dit, encore une fois, attention à l'angélisme. On n'est pas dans un pays où la pénibilité aurait disparu. La pénibilité, elle reste très présente et on va avoir le loisir d'en parler. Alors, la première chose que l'on peut dire, pour qu'on n'ait pas de faux débat, c'est que la pénibilité
psychique ou mentale a été écartée. Elle avait été abordée par Jean-Frédéric Poisson, qui était un parlementaire en 2008, dans son rapport « Sollicitation psychologique ou physique excessive en regard de la physiologie humaine et laissant des traces durables, voire irréversibles, sur la santé et l'espérance de vie des travailleurs », sauf que le terme psychologique n'a pas perduré, n'a pas profité et il n'a pas été retenu en dépit des mutations du travail qui conduisent à un nombre croissant de syndromes d'épuisement professionnel, de burn-out, mais c'est un autre sujet. Je vous renvoie au livre que j'ai écrit sur ces questions aux éditions du Cavalier Bleu et qui permettent de bien situer cette croissance des pathologies psychiques au travail. En tous les cas, cette dimension psychique mentale n'est pas intégrée aujourd'hui dans les dispositifs réglementaires en matière de prévention de la pénibilité. Elle ne permet pas d'avoir des compensations, par exemple, pour partir plus tôt à la retraite, même si elle rentre dans le spectre, je dirais, d'obligations que doit en fait remplir l'employeur, c'est-à-dire garantir la santé et la sécurité des salariés. En fait, on voit que le législateur, on le verra tout à l'heure, s'est penché essentiellement sur la pénibilité d'ordre physiologique qui a des conséquences, elle aussi, assez difficiles. Alors, on l'a vu tout à l'heure, la pénibilité est source d'injustice en matière d'espérance de vie et de l'espérance de vie en bonne santé. Hein, il faut le comprendre. Il y a, pour bien le comprendre, il faut comprendre un concept que je remets à l'évidence, c'est le concept de fluidité, qui a été pensé par un psychologue, Mihaly Csikszentmihalyi, qui en fait est intéressant à lire parce qu'il montre qu'un travail qui est fluide, c'est-à-dire un travail où il n'y a pas trop de tension ou pas assez de tension, ben, il est facile à supporter, il évite à la fois l'anxiété s'il n'y a pas trop de tension et le relâchement, et donc il est plus agréable à vivre. Donc cette notion de fluidité est essentielle en matière d'organisation des conditions de travail, est essentielle pour améliorer justement, en favorisant les flux, ces conditions de travail. Donc j'invite vraiment à penser, à retenir ce fil rouge pour organiser les conditions de travail, qu'est-ce qui est supportable ou qu'est-ce qui ne l'est pas, et encore une fois à regarder cela dans la durée. Vous voyez, par exemple, nous, technologiens, on travaille pas mal sur l'insertion des travailleurs handicapés. Eh bien, quand à un moment donné, on cale un poste de travail par rapport à un handicapé, eh bien, il est supportable, bien entendu, mais le rapport au travail peut évoluer en fonction aussi du maintien ou de l'évolution du handicap. Donc, il faut toujours, je prends cet exemple, mais il est valable pour tous les actifs, regarder cette fluidité entre celui qui pourvoit par sa force de travail à un poste et puis les exigences professionnelles. Il faut que ces exigences professionnelles ne soient pas trop démesurées et qu'elles restent supportables pour éviter justement une trop grande pénibilité et maintenir au maximum les capacités récupératrices et physiologiques de l'individu, voire, pour certaines professions, celles où il y a des vocations, le plaisir au travail. Alors, ceci dit, ce qu'on peut dire, c'est que la pénibilité est source d'inégalité, puisque on le voit, même si le vieillissement résulte de caractères géographiques, il résulte le plus souvent de facteurs environnementaux. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez. Si vous prenez une voiture, que vous roulez avec elle, peu importe la marque, dans les villes, en métropole, enfin, bon, sur le goudron, bon, il n'y a pas de souci. La voiture, vous allez faire 100, 200, 300 000 km peut-être avec, si elle est de bonne facture. La même voiture, vous la faites rouler sur la tôle dans le désert, avec, je dirais, toutes les conséquences que ça peut avoir dans l'environnement très agressif, et ben, vous allez voir qu'elle va se détruire beaucoup plus rapidement. Eh bien, c'est un peu la même chose. Si l'être humain est confronté à un environnement ardu, toxique, éprouvant, eh bien, au travail, dans une activité récurrente, il va vieillir beaucoup plus rapidement. Donc, selon l'INSEE, d'ailleurs, à 35 ans, l'écart d'espérance de vie chez les hommes, entre un cadre et un ouvrier, est de 6,4 ans, ce qui est énorme. C'est pratiquement 10% de la vie qui est en fait rabotée par, je dirais, cette exposition à des risques professionnels plus ardus. Alors bien sûr, il y a d'autres critères qui rentrent en jeu dans cette mortalité excessive, les habitudes de vie,
la question de la santé, la question de se prendre en charge, etc. Mais globalement, on voit bien qu'il y a beaucoup à faire pour éviter justement d'exposer par la pénibilité la santé de ceux qui sont souvent en première ligne. On les a un peu découverts d'ailleurs, un peu plus lorsqu'il y a eu l'épreuve de 2020 avec la pandémie de Covid. Alors, autre exemple, hein, je vais prendre des exemples concrets pour vous montrer l'importance de cette pénibilité sur la physiologie humaine. Une étude à Harvard a été faite sur 70 000 infirmières, ce qui n'est pas rien, sur le long terme, et on voit que cette étude démontre qu'il y a de fortes perturbations endocrinologiques, qu'il y a une incitation à un renforcement de l'exposition au risque de cancer du sein, qu'il y a une affectation de la division cellulaire favorisant d'autres cancers, et surtout, qu'il y a, toutes choses égales par ailleurs, tout facteur confondu, une augmentation de 11% de la mortalité pour les infirmières qui ont au moins travaillé plus de 6 ans de nuit. Vous voyez, donc c'est quand même considérable, ces écarts, et de plus, il y a une croissance à peu près de 20% des maladies cardiovasculaires. Donc c'est pas neutre, hein, c'est pas neutre, c'est ça que je voulais démontrer. Dans ce propos préliminaire, ce que je veux, c'est démontrer la nécessité d'une action du législateur pour prévenir les risques liés à la pénibilité et pour améliorer, je dirais, la justice sociale. Alors, autre exemple, le travail posté, là encore, troubles du sommeil, troubles digestifs, le trouble psychique, et puis, comme pour le travail de nuit, hein, l'impact sur la vie familiale et sociale, les risques de perte de repères et d'isolement. Donc, on peut dire, et je pourrais prendre d'autres risques, mais j'ai pris ces deux-là parce que, bon, il faut simplifier. On peut dire que, globalement, les travaux pénibles ont une incidence forte sur la santé des individus et qu'il faut les prendre en compte pour avancer en matière de prévention. Alors, les réponses du législateur pour tenter de limiter la pénibilité ont été assez, décevantes. Je vais donner mon analyse. Alors, c'est celle d'un préventeur, hein. Prenons la réforme d'Éric Woerth en novembre 2010, qui a tablé sur une usure avérée et misé sur une opacité dans sa mise en œuvre. Cette réforme, je dirais, accompagnait le passage de 60 à 62 ans du départ à la retraite, de l'âge pivot de retraite. Et donc, la pénibilité qui a été avancée comme étant devant être limitée, bon, eh bien, ça a accouché, je dirais, c'est la montagne qui a accouché d'une souris. Globalement, le dispositif mis en place obligeait les entreprises de plus de 50 salariés à une action de prévention de la pénibilité quand au moins un salarié sur deux avait des activités pénibles. Ça veut dire que si vous avez, par exemple, 40% des salariés concernés qui étaient sans activité pénible, eh bien, vous n'étiez obligé à rien. Les employeurs n'étaient obligés à rien. De même, il faut bien comprendre que le périmètre, 97% des entreprises ont moins de 50 salariés en France. Donc, en fait, c'est le vide. Il y a eu une disposition qui était à l'heure, qui était mise en place, mais qui ne débouchait pas sur une véritable prévention pour des milliers d'individus. Vous voyez, donc, de même, très important de le signaler, la loi permettait une compensation dans le cas d'une incapacité permanente, une IPP, de 10 à 20%. Alors 10 à 20%, pour ceux qui ne connaissent pas, je dirais, cette technique, c'est quand même important. 20%, c'est une main arrachée. Vous voyez, donc effectivement, quand vous avez une main arrachée, vous pouviez partir plus tôt à la retraite, vous pouviez bénéficier d'une certaine compensation. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans cette logique, c'est qu'on n'est pas dans une prévention, on n'est pas dans des pratiques justement pour éviter d'altérer la santé. En fait, on part du point de vue qu'il faut que l'individu soit dans une atteinte irréversible à sa santé pour pouvoir bénéficier enfin d'un départ anticipé. Vous voyez, donc c'est un vrai sujet. Deuxième aspect, on ne pouvait pas non plus additionner les pathologies, c'est-à-dire que quand vous perdiez un pouce ou un doigt, vous aviez 5 à 10% d'IPP, bon, vous n'aviez pas assez pour pouvoir partir, admettons, bon, eh bien, si vous aviez par ailleurs une surdité, ben, vous ne pouviez pas l'ajouter aux 5% d'IPP que vous aviez par ailleurs avec la perte d'un doigt pour pouvoir partir plus tôt. Vous voyez, donc on ne pouvait pas additionner les pathologies, et donc tout cela étant en plus rendu
extrêmement complexe puisque les décrets avaient une très forte opacité. En France, c'était une technique. Vous avez la loi, la façade, la communication, et puis très souvent les décrets qui peuvent être tardifs, qui peuvent d'ailleurs être très techniques ou qui peuvent ne jamais venir. Une technique pour emboliser le tout, c'est ce qui s'est passé, puisqu'au final, il y a eu quelques milliers de personnes, en sachant que chaque année, vous avez, par exemple en 2020, vous avez eu 690 000 nouveaux retraités. Vous voyez, donc quelques milliers de personnes, alors qu'il y avait quand même énormément de gens qui auraient pu être concernés par cette prévention de la pénibilité. Alors, ce système était totalement, inadapté. La loi portée par Marisol Touraine le 20 janvier 2014 est là encore dans une logique de, recherche de complexité. En fait, on a un système qui va aboutir à la création du compte de pénibilité avec un budget de 2 milliards d'euros pour pouvoir faciliter les départs. On a une cible qui est en fait de 20% des actifs. Ceci dit, dans les faits, là encore, on va le voir, ce dispositif a manqué sa cible. Alors, il faut comprendre pourquoi. Tout simplement parce qu'il y a une dimension un peu technique, un peu hors sol qui a été mis en place. Le dispositif qui a été mis en place est un dispositif qui va créer en particulier le compte personnel de prévention, le C3P, avec 3 grandes catégories pour une dizaine de critères. Les catégories qui sont pardon, excusez-moi, j'ai un petit problème technique. On va revenir, on a un souci de présentation. Voilà. On y revient, excusez-moi. Donc, en fait, la loi Marisol Touraine qui va créer le C3P, va partir de 10 grands critères regroupés dans 3 grandes catégories. Les 3 catégories sont donc les contraintes physiques marquées avec la manutention manuelle, les postures pénibles, les vibrations mécaniques. La deuxième catégorie, c'est l'environnement physique agressif avec les agents chimiques, les activités en milieu hyperbare, le bruit et les températures extrêmes. Et enfin, les rythmes de travail, c'est-à-dire travail de nuit, travail en équipe successive alternante ou travail répétitif. Alors, le C3P donc a un fonctionnement assez harmonieux. Bon, on peut en fait le critiquer dans le sens où, il n'est pas suffisamment efficace en matière de prévention. Ceci dit, il est assez facilement compréhensible. Pour chaque facteur de risque, vous avez l'attribution d'un point pour chaque trimestre d'activité. C'est-à-dire que quand vous travaillez 3 mois avec une activité pénible, vous avez 1 point. Quand vous travaillez 1 année, vous avez 4 points. Au bout d'un certain seuil de collecte, vous pouvez bénéficier d'un départ à la retraite plus tôt, d'une formation, voire d'une reconversion. Donc, les 20 premiers points sont utilisés pour favoriser, je dirais, la formation pour la reconversion. Ensuite, on peut soit avoir une rémunération, par exemple, on est à temps partiel sur une activité pénible et on est payé à temps plein. Ou alors, vous pouvez bien sûr bénéficier d'un départ à la retraite anticipée. Par exemple, le travail de nuit, vous travaillez 25 ans de nuit, eh bien, vous pouvez partir 2 ans plus tôt à l'aide de ce dispositif. Voilà. Donc, c'est un système assez facile à comprendre, qui est malgré tout avec un grand nombre de difficultés. Pourquoi ? Parce qu'il est assez restrictif au niveau des seuils, on va en parler. Bon, alors le système a été simplifié par les ordonnances Macron en septembre 2017, donc je ne reviens pas sur les méthodes de versement des cotisations qui ont été supprimées depuis lors pour ne pas complexifier le propos. Mais globalement, ce que l'on peut dire, c'est que le système était inadapté puisque, par exemple, pour la fonction publique,
les gens n'avaient pas la possibilité de partir alors qu'ils pouvaient avoir un travail pénible. Quand vous êtes, par exemple, éboueur, ce qu'on appelle les reapers aujourd'hui dans la fonction publique, c'est un métier extrêmement pénible. Vous ne pouviez pas en bénéficier du dispositif puisqu'il n'était pas en fait centré sur la fonction publique, les salariés de la fonction publique, les agents de la fonction publique étant exclus du dispositif. De même, la démarche par les seuils retenus était très élevée. Par exemple, 120 nuits par an, au moins 1 heure entre minuit et 5 heures du matin pour pouvoir bénéficier du dispositif. Ça veut dire que si vous travaillez 90 nuits, vous n'avez pas droit aux 4 points auxquels vous pourriez avoir dans l'année. Vous pouvez peut-être, je dirais, avoir une possibilité, si vous avez sur un trimestre travaillé de 170 heures, mais c'est quand même assez compliqué. Et de même, si vous avez, par exemple, pour les travailleurs intérimaires, vous avez 3 semaines de travail et non pas 1 mois, vous ne pouvez pas non plus collecter de points. Pour autant, vous êtes exposé à une certaine pénibilité. Et enfin, je dirais, la polyexposition n'est pas prise en compte. Vous pouvez très bien flirter avec un certain nombre de seuils sans pour autant les dépasser, par exemple, port de charge, température extrême, et y compris travail de nuit. Si vous prenez par exemple les ouvriers qui travaillent dans les fours réfractaires, ils portent beaucoup de charges, ils sont exposés à des chaleurs extrêmes durant une courte durée, mais quand même une chaleur extrême. Et puis, ils travaillent souvent de nuit, mais peut-être pas les 120 nuits qui étaient, je dirais, requises. Et donc, cette polyexposition n'est absolument pas n'est pas compensée par la possibilité de cristalliser dans le système et de partir plutôt à la retraite avec le bénéfice des points octroyés. Donc ça, c'est quand même très dommageable. D'ailleurs, le travail de nuit, on le verra tout à l'heure, a été très peu, je dirais, inscrit au niveau du compte personnel de prévention. Alors, les grands facteurs retenus par la loi Touraine, donc travail de nuit, alors on l'a vu tout à l'heure, c'est un des principaux facteurs de pénibilité, d'érosion physiologique, je l'ai expliqué, j'y reviens pas, mais alors même si effectivement, souvent, les gens considèrent que le travail de nuit est mieux pour eux, alors pour différentes raisons, ça peut être par exemple la possibilité d'avoir une rémunération supérieure, ça peut être le fait d'être avec un stress lié à la hiérarchie moindre. Souvent, le travail de nuit est un peu plus cool en termes hiérarchiques. Et puis aussi, peut-être, souvent, on le voit, pour l'articulation des temps sociaux. L'un travaille la nuit, l'autre le jour, il n'y a pas besoin de prendre de garde d'enfants, on peut faire des rotations, etc., etc. Donc, nous, on l'a étudié longuement. Et en fait, le travail de nuit est très souvent un peu méconnu dans ses effets, donc il faut faire attention. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur les effets physiologiques qu'il pouvait avoir, en dépit du fait qu'il soit bien accepté parfois. Parfois, il est mal accepté, il faut dire les choses. De ce point de vue-là, on peut s'interroger sur les progrès, entre guillemets, de l'égalité femmes-hommes qui ont permis justement de mettre, d'encourager le travail de nuit des femmes, en sachant qu'effectivement, la femme, très souvent, a un rôle un peu particulier dans la famille, et y compris sur le plan physiologique, a pu être là encore à supporter des charges plus importantes, étant donné, y compris le décalage au niveau des travaux domestiques qui lui incombe, puisqu'on a un différentiel entre 2h30 et 3 heures de travaux domestiques au détriment des femmes encore dans nos foyers. Voilà, donc le travail de nuit, 25 ans pour obtenir un départ, plus tôt, 25 ans, c'est beaucoup. Comme rappelez-vous ce que j'ai disais tout à l'heure, il fallait effectivement à peu près une mortalité accrue de 11% après 6 ans de travail de nuit. Deuxième facteur, le travail en équipe successive et alternante, le travail posté. Alors, c'est une organisation du travail qui est assez courante dans nos métiers, dans nos pays, puisque vous avez 3-8, 2-8, 2-12. En fait, c'est pour couvrir une large plage d'activité, parce que souvent, l'activité ne peut pas s'arrêter. Donc là, la pénibilité, elle est réelle aussi. Elle est réelle en particulier, comme je l'ai expliqué aussi tout à l'heure, parce que très souvent, les changements de rythme au niveau professionnel vont avoir des incidences sur l'insertion sociale ou sur les rythmes de la famille. Les gens ayant un calendrier sans arrêt qui change, c'est pas facile, et on peut avoir des phénomènes
d'isolement, des phénomènes de dépression, des phénomènes vraiment difficiles en matière sociale. Voilà, donc les secteurs qui sont concernés par cela, c'est secteur de soins d'urgence, l'industrie, la logistique, le transport, enfin toutes ces activités qui nécessitent une réelle amplitude d'activité. Donc, on est obligé d'avoir des gens. Alors, pour bénéficier, je dirais, du phénomène de pénibilité du compte, nécessité d'avoir 50 nuits par an pour pouvoir agrémenter les points et pouvoir éventuellement en bénéficier en fin de carrière. Le travail répétitif, hein, alors là, une question importante, c'est que répétitivité du travail ne conduit pas forcément pour le législateur à la pénibilité. La caissière qui est dans un travail répétitif n'est pas considérée comme étant devoir bénéficier du compte de prévention de la pénibilité. De même, la contrainte est difficile à apprécier. Par exemple, si vous êtes sur une chaîne que vous collez une étiquette, c'est pas la même difficulté que si, par exemple, vous êtes amené à visser un boulon qui nécessite effectivement la mobilisation de différentes articulations. De même, si vous êtes dans un atelier, je donne cet exemple qui m'est cher, dans un atelier à découper des enveloppes, des escalopes, 120 grammes pour le marché français, 200 grammes pour le marché allemand, etc. Enfin bon, il y a toute une logistique à intégrer pour faire cette taille. Eh bien, c'est pas la même difficulté, c'est une difficulté différente, mais qui peut être considérée comme moindre que, par exemple, le geste de dessouder la jambe et la cuisse d'un poulet, le faire une fois, ça va, le faire de manière répétitive pendant 7 heures, même si on a des pauses, c'est quand même extrêmement fatigant, extrêmement difficile. Vous voyez, moi, j'ai travaillé pour payer mes études à la chaîne, je travaillais donc avec un travail répétitif, puisque je travaillais sur des fours dans une entreprise qui s'appelait Dunlop, où en fait je devais nettoyer des fours qui avaient reçu de styrène pour pouvoir effectivement faire des coussins. Et moi, j'étais habillé en cosmonaute et je nettoyais en fait ces grands gaufriers en injectant des produits acides pour pouvoir enlever le polystyrène, pour qu'il n'y ait pas de bulles, pour que après le gaufrier puisse en fait accueillir à nouveau du liquide pour pouvoir effectivement faire les coussins. Vous voyez, donc voilà pourquoi aussi je suis un peu attaché, l'ayant vécu dans ma chair, à ces problèmes de pénibilité. Je sais de quoi je parle. Alors, le seuil est très élevé, hein, puisqu'on attend 900 heures en fait, et avec une répétitivité, alors qui peut varier, hein, on considère que c'est 15 actions par cycle de 30 secondes ou 30 actions au-delà de 30 secondes jusqu'à une minute de travail à la chaîne pour que ce soit considéré comme pouvant bénéficier du compte personnel de pénibilité. Alors, autre facteur, le bruit très important. Alors, il faut savoir que le bruit est un mal, une nuisance importante, hein, puisque 60% des travailleurs sont exposés à du bruit dans leur travail, et que l'ouïe est souvent en danger. Alors, elle est vraiment en danger à partir de 80 décibels, et elle peut être aussi en danger lorsqu'il y a des pointes jusqu'à 130 décibels. Alors, bien entendu, les dommages, on les connaît, hein, fatigue auditive, stress, troubles de la concentration, troubles du sommeil, cardiovasculaire, surdité, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les seuils d'exposition, hein, qui est de 8 heures par jour sur 81 décibels, doivent intégrer le port d'équipements. Hein. Alors, c'est toute une difficulté d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que les EPI, les équipements de prévention que l'on porte individuellement, peuvent vous soulager au niveau du risque. Ceci dit, c'est comme quand vous portez un masque. Porter un masque pour les poussières, une heure, ça va. Le porter toute la journée, c'est très, très difficile. Et de même pour certains équipements qui peuvent être amenés à être supportés, ça peut être un peu compliqué de le porter trop longtemps. Donc voilà, en tout cas, la réglementation. Alors souvent, nous, quand on a fait nos études de pénibilité, certains travailleurs nous disent non, moi je veux pas d'équipement, je veux pouvoir bénéficier du compte de pénibilité. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est normal parce que malgré tout, il faut préserver la santé et ne pas jouer avec ces choses-là. Alors, par ailleurs, donc, les autres facteurs, les températures extrêmes, là c'est pareil, c'est une indication importante de dire que l'homme est un homéotherme, c'est-à-dire que l'organisme cherche à maintenir une température constante. Et donc, quand vous avez des variations de chaleur ou de froid, l'homme s'adapte en permanence. Le risque vient quand
la capacité d'adaptation de l'organisme est dépassée, quand l'individu n'arrive plus à s'adapter à un univers qui va… Alors, vous savez, il y a en fait différents risques qui peuvent être, comme vous le voyez, des risques de vasoconstriction, des risques de, comment dire, d'hypothermie, etc. Donc, alors, il faut savoir que ce seuil de 900 heures par an pour bénéficier de points dans le cadre des températures extrêmes est extrêmement mal conçu. Pourquoi? Parce que, je le disais tout à l'heure, si vous pouvez être confronté à des extrême que vous ne pouvez pas durer autant d'heures devant. Si vous êtes devant un four, par exemple les verriers de Saint-Gobain, c'est évident, ou les verriers qui travaillent sur les fours réfractaires, c'est à un moment donné que vous ne pouvez pas tenir des heures et des heures à une telle température. De même, si vous êtes chez une entreprise de construction en fait du bâtiment ou des travaux publics, si vous êtes par exemple à mettre en place les bordures d'autoroute par une chaleur en plein été qui est supérieure à 30 degrés, cette chaleur en plein été supérieure à 30 degrés, à la limite, vous l'aurez pendant 3 mois, mais vous ne l'aurez pas les 900 heures exigées. Donc, à chaque fois, les seuils sont rédhibitoires pour pouvoir entrer dans le dispositif de pénibilité. C'est un peu comme Bismarck, quand Bismarck a décidé en Allemagne de mettre en place la retraite. Il a calculé la retraite, l'âge de la retraite, de telle manière à ce qu'il y ait le moins de travailleurs qui puissent en bénéficier, puisqu'il l'a mis à 60 ans, et à l'époque, les gens mouraient avant 60 ans. Bon, après, il y a eu la longévité qui s'est allongée, et il y a eu effectivement la population a pu en bénéficier. Mais vous voyez, donc c'est un peu la même logique. C'est une logique où, en fait, vous avez à chaque fois des curseurs qui sont mis de telle manière à ce qu'il y ait de moins en moins d'entrées, parce que c'est une logique budgétaire au final qui est… Alors, la France, de ce point de vue-là, est tout à fait en retard par rapport à d'autres pays qui ont peut-être allongé la durée de travail, mais qui ont mis en place des systèmes en faveur de l'inaptitude, de l'invalidité, et donc qui ont permis à des gens qui étaient abîmés de sortir beaucoup plus tôt, je dirais, du dispositif professionnel. Et donc, c'est un vrai sujet en termes de justice sociale, de vraiment voir ce que fait notre pays. Et donc, ces seuils n'ont pas permis d'avancer comme on aurait dû le faire. On va y revenir tout à l'heure. Alors, autres activités, les activités barbares, alors je passe très rapidement, c'est par exemple les scaphandriers, les gens qui travaillent dans le secteur pétrolier et qui travaillent sous des pressions, je dirais, donc importantes, et qui doivent être protégés. Donc, bon, alors c'est quelques centaines de personnes par an, donc je ne vais pas non plus, comme le temps passe, m'y attarder plus, le seuil étant de 60 interventions dans l'année. Alors après, je vais citer 3 ou 4 facteurs de pénibilité qui ont été mis dans la loi de Touraine, mais qui ont été supprimés en septembre 2017 dans les ordonnances Macron, les vibrations, donc qui étaient considérées comme étant facteurs de pénibilité limité. Alors bon, ça concerne pas simplement les déménageurs, pas simplement les gens des travaux publics, c'est un peu plus large. Vous avez les gens par exemple du secteur pétrolier, etc. Donc l'idée, c'était de faire en sorte que ces personnes, qui sont d'ailleurs souvent d'origine immigrée, puissent bénéficier d'un départ plus tôt à la retraite, puisque les vibrations ont des conséquences ostéo-articulaires, musculeuses, TMS, etc. importantes. Bon, ce dispositif a été recalé. De même, pour ce qui concerne l'exposition à des produits, disons, jugés nocifs pour la santé, chimiques, les poussières, etc., ils ont été retirés. De même, enfin, sur la question de la manutention manuelle de charge, qui était en fait vraiment une revendication aussi de ce point de vue-là des organismes syndicales. Bon, les gens de la logistique, les ménageurs, etc., tous ceux qui sont amenés à porter parfois 7-8 tonnes par jour étaient vraiment, ils pensaient vraiment bénéficier du dispositif, et ce dispositif a été retiré. Encore une fois, les seuils sont très élevés, puisque à peu près un ouvrier travaille un peu plus de 1600 heures par an. Donc, vous voyez, quand vous demandez à ce qu'il y ait au moins la moitié d'activité, là, 600 heures sur 1600, c'est quand même beaucoup de charges, de pouvoir de charge. Alors, bon, ce dispositif n'a pas été retenu. Et enfin, le dernier dispositif qui a été recalé, c'est celui des postures pénibles, 900 heures par an. Bon, rester à genoux, les bras en l'air, accroupi.
plus de 2 heures par jour, hein, avec toutes les torsions du corps, en particulier des articulations. Certains métiers sont extrêmement difficiles. Par exemple, si vous êtes carreleur dans le métier du bâtiment, on sait qu'à 50 ans, un carreleur qui est souvent à genoux, accroupi, etc., eh bien, au bout à la cinquantaine, bon, c'est compliqué. De même, si vous êtes couvreur, à monter sur les toits, bah, c'est compliqué. À partir d'un certain âge, c'est quasiment impossible. Vous voyez, donc, il y a des métiers comme ça qui sont, du point de vue de leur pénibilité, inaccessibles à partir d'un certain âge. Il aurait été, disons, plus heureux de les considérer comme tels, mais ça n'a pas été le cas puisqu'ils ont été retirés, y compris du dispositif je dirais, de prise en charge. Bon, le dispositif a été simplifié, je pense, à raison sur la question des cotisations, parce que c'était un peu compliqué de s'y retrouver. Bon, aujourd'hui, c'est la branche AT-MP qui gère. Et puis, peut-être, sur la question des seuils, aurait pu être amélioré plutôt que certaines dispositions, certains facteurs retirés, comme ça a été le cas. Bon, en fait, ça a cassé une dynamique, en fait. Je crois que le fait est que cette simplification, éradication a, en fait, contribué à rendre encore plus opaque ce dispositif, ce qui fait que, globalement, la montée en charge n'a pas pu avoir lieu et on a eu très peu de personnes qui ont pu en bénéficier puisque la Cour des comptes considère que à peu près 3 salariés sur 4 qui sont exposés à la pénibilité ont pu bénéficier du dispositif. Bon, c'est quand même pas beaucoup, 3 sur 4, hein, vous voyez, donc en fait, 11% en bénéficient pour ceux qui sont exposés au bruit et 1 sur 2 à peu près pour ceux qui sont en travail de nuit. Vous voyez, donc 12 000 bénéficiaires jusqu'en 2020, avec la possibilité peut-être d'aller vers 20 000 en 2025, en sachant qu'il y a 690 000 nouveaux retraités, salariés, pas salariés, mais retraités, il y a une erreur, mais bon, vous l'avez compris, chaque année en France. Donc, vous rapportez 12 000, voire 20 000 à 690 000. Vous voyez qu'on est loin du compte et il est nécessaire de revoir parce qu'on voit bien qu'on a un dispositif qui est globalement bien pensé, mais dont les seuils sont trop restrictifs et qui ne permet pas d'améliorer les conditions de travail de ceux qui sont concernés, qui font tourner le pays sur ces plans-là. Voilà. Donc, alors, comme on l'a dit, hein, le dispositif trop restrictif, si on prend par exemple les températures extrêmes, moins 5 ou plus 30 degrés, les travailleurs sur ces questions de température ne peuvent pas s'y retrouver avec un seuil de 900 heures. De même, pour le travail de nuit, 25 longues nuits, 25 années de travail de nuit pour pouvoir bénéficier de 2 années, je dirais, de départ anticipé en compensation, c'est quand même en fait difficile. Voilà, donc ces seuils doivent être revus. Alors, le gouvernement, pour améliorer sa copie, disons, en fait, en termes de retraite, a proposé une amélioration du dispositif avec l'abaissement des seuils, par exemple de 100 nuits au lieu de 120 pour le travail de nuit, de 30 rotations au lieu de 50 pour le travail posté, la suppression du plafond de 100 points, c'est-à-dire qu'on peut continuer au-delà de 100 points accumulés, je dirais, pour pouvoir bénéficier de la retraite. On a une meilleure valorisation des points. Et puis, surtout, on peut prendre en compte l'ensemble des facteurs de pénibilité, alors que dans le système antérieur, on ne pouvait bénéficier que de 2 facteurs de pénibilité qui permettaient d'obtenir à peu près 8 points par an. C'est-à-dire qu'au bout de 12 ans et demi, quand vous étiez doublement ou triplement ou quadruplement exposé, vous pouviez partir plus tôt en retraite. Là, il y a la suppression du plafond, ce qui est quand même une justice sociale parce qu'en fait, si on est exposé à plusieurs facteurs, il est normal de pouvoir créditer des points. Bon, le fait est que le gouvernement a mis en place aussi un fonds d'1 milliard pour pouvoir améliorer les conditions de travail et sensibiliser à la pénibilité. Et on poursuit avec la logique qu'on avait antérieurement, ce que je disais tout à l'heure avec le rapport Woerth, les personnes qui sont victimes d'IPP peuvent partir plus tôt à condition de pouvoir démontrer cette IPP. Et puis, il y a une visite obligatoire à 61 ans. Alors, le fait est que cette possibilité de compensation ne doit pas faire obliger une chose, c'est que auparavant, avec le système de compensation, les gens pouvaient partir plus tôt sur un axe de retraite, un pivot de départ à la retraite qui était de 62 ans. C'est-à-dire que les gens pouvaient partir à 60 ans. Là,
cette compensation, elle va jouer, mais sur une base de 64 ans. Donc, les gens pourront obtenir un départ à la retraite, mais à 62 ans. Je pense qu'il aurait été juste, pour ma part, en tant que préventeur, ça peut avoir des conséquences budgétaires aussi, il faut en tenir compte aussi, mais il aurait été juste de pouvoir permettre le départ à 60 ans pour tous ceux qui avaient été convaincus d'une très forte pénibilité au cours de leur carrière, tout simplement parce que c'est la vraie difficulté, c'est la question de la supportabilité du travail dans la durée. Hein. Quand vous avez des années marginales d'activité, vous pouvez avoir des conséquences sur votre santé. Je prends un exemple. Vous travaillez, par exemple, 7 heures. Vous faites un travail ardu pendant 7 heures. Admettons que vous coupez du bois pendant 7 heures. Bon, bah, vous allez, les premières heures, vous allez avoir de l'entrain, de l'enthousiasme. À la limite, vous serez content de faire un peu, je dirais, de gymnastique, comme on dit. Mais au bout de 7 heures, vous serez fatigué. Si on vous rajoute 2 heures de plus, les 2 dernières heures, elles vont être très coûteuses pour l'organisme qui doit aller chercher dans ses réserves. Eh bien, c'est pareil avec la durée annuelle du travail. Quand vous rajoutez 2 voire 3 années complémentaires à la fin du cycle de vie professionnel, eh bien, ces années marginales coûtent très cher. Et donc, elles coûtent très cher à l'individu en termes physiologiques, mais elles coûtent très cher aussi à la santé, au dispositif de prise en charge. On sait que, par exemple, le coût des personnes âgées dépendantes en 2020 était d'environ 35 milliards, dont 70% pris en charge par l'État. Vous voyez, donc, et le reste par les familles. Donc, si on considère ces chiffres, le fait est que si vous conduisez les gens à partir en étant esquintés, en étant dépendants du point de vue de leur santé, en ne pouvant pas être, je dirais, à peu près en bonne santé, eh bien, ça va coûter. Vous avez un transfert de charges vers l'assurance maladie. Vous voyez, donc ça, c'est très important de le dire. Les dépenses liées, je dirais, à la perte d'autonomie sont d'environ 1 800 € par mois avec un maintien à domicile et de 2 300 avec une prise en charge dans un EHPAD. Donc, vous voyez, ce sont des coûts qui sont considérables. Alors, même s'ils n'apparaissent pas dans un premier temps, il faut les calculer, il faut les intégrer dans une logique de long terme. Le fait est que si vous poussez des gens qui sont en activité et surtout si cette activité est très pénible, à continuer à travailler, eh bien vous allez les rendre dépendants et à la charge de la société. La médecine étant d'ailleurs très capable de les maintenir en vie, mais en étant dépendants de la société. De même, il faut savoir une chose, c'est que quand vous êtes entre 60 et 64 ans, un senior sur 2 est sans activité, donc prolongé de 2 ans, eh bien vous allez, je dirais, avoir une incidence sur la précarité, c'est-à-dire que vous allez allonger de 2 ans. On retrouve très peu de fois un emploi à cet âge-là, c'est très compliqué. Donc, vous allez prolonger la précarité. Et donc, précarité qui est coûteuse. D'ailleurs, les sociétés mutuelles complémentaires et de prévoyance considèrent que le report de 2 ans de l'activité, comme c'est prévu, va avoir une incidence de près de 10 milliards en fait sur leur compte, qui seront payés d'ailleurs par les actifs, hein, puisqu'il faudra bien à un moment donné que quelqu'un paye. Voilà. Donc, j'ai presque terminé. Je voulais dire simplement que, bien sûr, le report de l'activité doit pouvoir, le report doit être discuté, et y compris, il doit y avoir vraiment des mesures pour l'emploi des seniors. Je précise ça, pourquoi? Parce qu'il y a des études qui ont été menées qui sont extrêmement intéressantes par le Cercle des économistes, dirigé par Lorenzi, qui démontrent que si on garde en activité des seniors au-delà de l'âge pivot de la retraite, par exemple 62 ans, si on maintient 800 000 seniors en activité, eh bien, on a la possibilité d'équilibrer tout le système sans s'encombrer des 2 totems qui sont l'allongement de la durée de cotisation, voire le départ à 64 ans. Donc, maintenir des personnes qui veulent travailler en activité, c'est essentiel. Or, aujourd'hui, on peut le faire. Quand vous partez à la retraite, je dirais à l'âge pivot, ben vous touchez votre retraite, mais normale. Mais si vous travaillez, par exemple, 1 an de plus ou 2 ans de plus, chaque année, vous êtes bonifié d'une prime de environ 5% qui agrémente votre retraite future. Et donc, on pourrait très bien, en passant la prime de bonification de 5 à 10%, conserver à peu près 200 à 300 000 seniors qui veulent travailler, qui peuvent travailler et qui ne sont pas donc victimes de pénibilité. On pourrait très bien les maintenir en activité et donc déjà résoudre une grande partie de ce problème budgétaire qui est mentionné. Vous voyez, donc si on rajoute d'autres actions, on pourrait assez facilement maintenir avec de la formation, avec un certain nombre je dirais de tâches accomplies, on pourrait
très facilement maintenir l'emploi des seniors à un haut niveau sans pour autant esquinter encore plus ceux qui ont été bousculés par leur vie professionnelle. C'est ça, en fait, un véritable enjeu. Alors, je termine en disant qu'on peut effectivement vraiment faire beaucoup en matière de prévention de la pénibilité. Je prendrai l'exemple des éboueurs. Une étude très récente a montré qu'en fait, globalement, c'est 7 heures de collecte, environ 400 minutes, avec une pause de 33 minutes, à peu près 5 tonnes collectées, près de 44 km derrière le camion-benne. Donc, et en dépit de cette pénibilité, si on développe des actions très je dirais avec empathie, avec bienveillance, avec organisation, on arrive à limiter cette pénibilité et à maintenir les gens à peu près sans problème en activité de long terme. Vous voyez, donc les mesures qui sont à prendre sont des moyens dégagés pour la formation, l'évaluation des souhaits d'évolution, la gestion des ruptures, quand quelqu'un est malade, pour ne pas se retrouver en étant un seul par benne, parce que ça, un seul individu par benne, c'est très coûteux sur le plan de la santé. Et puis, en organisant effectivement aussi, je dirais, les choses pour éviter les faiblesses transitoires. Je prends un autre exemple sur les afficheurs. Dans le métro, les grandes affiches, un métier extrêmement pénible. Ben là, c'est pareil, il y a des ajustements. Les taux de rotation ont été modifiés. La journée, en fait, est un peu moins dense. On limite donc le travail des heures marginales. On a des heures de récupération et globalement, sur la semaine, on arrive à avoir à peu près la même activité, mais elle est beaucoup moins pénible, elle est moins donc soucieuse d'altérer la santé. Alors, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que des actions en faveur de la prévention de la pénibilité sont nombreuses. Elles incombent à l'employeur. L'employeur a une obligation de mettre en place des actions de prévention et de préservation de la santé des salariés. Il doit mobiliser des moyens renforcés. Alors, même si les personnes ne sont pas, par exemple, pour les 4 facteurs de pénibilité qui ont été retirés en septembre 2017, même si les personnes ne sont pas dans le compte de prévention professionnelle, ces personnes-là doivent bénéficier d'actions de prévention de la pénibilité. C'est une obligation majeure de l'employeur qui doit s'y tenir. Deuxièmement, le DURP doit intégrer en fait toutes les actions en matière de prévention de la pénibilité. Enfin, il doit y avoir un dialogue social très riche avec les représentants du personnel qui peuvent se faire aider, bien sûr, l'employeur de même en paritaire d'experts comme technologiens pour faire en sorte d'aller questionner la pénibilité, de trouver des solutions pour améliorer, comme je l'ai expliqué sur les afficheurs ou d'autres métiers. On peut trouver des solutions techniques, organisationnelles, des solutions de communication entre les individus pour limiter cette pénibilité qui passe souvent aussi par une autre vision, je dirais, de l'âge, du vieillissement en santé. Donc voilà ce que je voulais vous dire. J'espère ne pas avoir été trop long, mais j'ai à peu près terminé. Alors, la question de la pénibilité morale, je l'ai dit au début, je ne sais pas si j'ai été très clair. J'ai cité d'ailleurs l'exemple de la définition retenue par Jean-Frédéric Poisson. La pénibilité morale et psychique et morale n'a pas été retenue comme étant, sur le plan réglementaire, une pénibilité. Alors, bien sûr, les pathologies psychiques liées au travail, liées à la pénibilité du travail, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses en particulier depuis 2007. 2007, vous avez eu les smartphones qui sont arrivés dans notre pays, qui ont complété les canaux de communication antérieurs, ce qui fait que l'individu aujourd'hui, il est, en fait, on vient le chercher partout où il est, que ce soit en vacances, que ce soit chez lui le soir, que ce soit le matin, dans les transports. Donc, en fait, il y a une toute puissance du travail qui s'exerce et une pénibilité accrue du fait de ces amplitudes et cette porosité. Alors qu'auparavant, vous étiez au travail, vous sortiez du travail, vous aviez des temps, y compris des sas d'adaptation avec les transports. Aujourd'hui, tout ça n'existe plus. Vous avez donc une permanence de la pression qui s'exerce avec des conséquences. Quand vous avez une intensité de travail dans la durée avec des amplitudes importantes, vous avez très vite, soit en raison des exigences professionnelles déployées par l'employeur, soit en raison d'un travail compulsif, c'est-à-dire le fait que l'individu se mette la pression lui-même pour fournir, eh bien, vous avez très vite ce qu'on appelle le surgissement d'un syndrome d'épuisement professionnel, c'est-à-dire l'épuisement des ressources, qui peut conduire, je n'ai pas le temps de développer, mais qui peut conduire à des situations de dépression, à risque cardiovasculaire, AVC, infarctus, voire passage à l'acte suicidaire, puisque
comme vous le savez peut-être, le burn-out est un facteur prédictif de suicide. Voilà, donc la pénibilité psychique et mentale est très présente. Elle n'est pas considérée, malheureusement, comme elle devrait peut-être l'être, comme l'envisageait donc comment dire, le rapport parlementaire de 2008. Elle n'est pas considérée à l'aune du compte de pénibilité. Elle n'est pas considérée, y compris donc, dans le dispositif mis en place pour le départ anticipé en retraite. Elle est aujourd'hui à la racine de l'augmentation, de l'envolée des pathologies psychiques au travail qui ont vraiment beaucoup de difficultés à être reconnues, puisque pour être reconnues au titre des pathologies, il faut avoir au moins 25% d'IPP. J'ai expliqué tout à l'heure ce que c'était que l'IPP, l'incapacité professionnelle. Bon, 25% d'IPP, c'est vraiment beaucoup pour pouvoir être inscrit. Donc, pour pouvoir simplement s'inscrire dans un dispositif qui va peut-être aboutir à votre reconnaissance d'une pathologie professionnelle. Il faut que vous ayez 25%. 25%, c'est globalement une tentative de suicide avec des séquelles. Pour pouvoir déposer un dossier qui va être instruit par des psychiatres dans le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Et au bout d'un long parcours, on va vous dire oui, vous êtes victime d'une maladie professionnelle ou non, vous n'êtes pas victime d'une maladie professionnelle. Mais 25%, c'est quand même très élevé. Et c'est pour ça qu'en fait, ces seuils sont mis en place pour éviter justement des impacts budgétaires importants, puisque quand vous êtes reconnu en maladie professionnelle, tous les frais médicaux, y compris je dirais un certain nombre d'aides, de subventions, enfin de primes, etc., peuvent être accordés, mais ils sont supportés par l'employeur dans le cadre de la branche AT-MP. Alors, une autre question. Deux autres questions. Les risques liés au télétravail sont-ils pris en compte? Non, là non plus, les risques liés au télétravail ne sont pas pris en compte. On est dans une question de pénibilité. C'est un peu la même réponse, c'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous avez aujourd'hui une amplitude de travail qui peut aller. Moi, j'ai vu des gens travailler dans un tunnel télétravail du matin, 8h jusqu'à 22h le soir, avec toutes les conséquences que ça a, y compris en termes ophtalmologiques. Hein, le tout écran toute la journée, c'est quand même très mauvais. Les études montrent que, par exemple, à l'horizon d'une cinquantaine d'années, il y aura la moitié de la population qui sera myope. Alors, on peut se dire la myopie, c'est pas grave. Si, la myopie, c'est très grave. C'est la première source de cécité. Il ne faut pas l'oublier. Donc, vous voyez, non, les risques de télétravail ne sont absolument pas pris en compte dans ce dispositif de comptabilité de la pénibilité. Alors, autre question. Pourriez-vous nous partager votre avis par rapport à la prise en compte du travail réel? Alors, c'est le vrai sujet. La question du travail réel. Le vrai sujet, c'est que quand vous analysez le travail, vous avez plusieurs dimensions. Vous pouvez faire une estimation, vous pouvez faire une évaluation, vous pouvez faire un vrai travail d'expertise du travail réel. C'est le vrai sujet. Et aujourd'hui, traiter des flux nombreux impose de ne pas aller vers un travail d'expertise pour chaque cas, parce que c'est trop lourd. Donc, on a mis en place, je dirais, des systèmes de référents. Hein. Nous-mêmes, par exemple, on a fait le référent de la branche de l'hôtellerie, toute la hôtellerie de loisirs, les campings, etc. Bon, eh bien, là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des travaux pénibles, etc. Mais globalement, le seul facteur qui a été retenu, c'est le veilleur de nuit qui travaille de nuit pour pouvoir assurer la continuité du camping et qui peut bénéficier du compte pénibilité. Toutes les autres activités ne rentraient pas dans ce dispositif. Vous voyez, donc le travail réel, très souvent, échappe à cette possibilité de reconnaissance de la pénibilité, et donc la compensation qui peut venir, eh bien, tout simplement parce que les seuils, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sont assez élevés, et donc on peut être, par exemple, confronté à des températures extrêmes, confronté à des ports de charge, confronté à du travail de nuit, sans pour autant être capable de bénéficier de quoi que ce soit, parce qu'on aura frôlé les seuils, mais on ne les aura pas atteints. Et il faut dépasser les seuils qui sont rédhibitoires, et donc on reste à la porte du compte. Ça ne veut pas dire que le travail ne doit pas faire preuve, que l'employeur ne doit pas prévenir la pénibilité. L'employeur, dans tous les cas, doit prévenir la pénibilité. La GRH doit agir pour prévenir la pénibilité, c'est son obligation. Encore faut-il lui rappeler, encore faut-il que les employeurs soient, y compris quelquefois, je dirais, un peu attisés quelque part par les représentants du personnel ou les médecins du travail, voire les inspecteurs du travail, pour que ces mécaniques de prévention en fonction du travail réel soient actionnées.
pour autant, encore une fois, il y a beaucoup à faire dans notre pays parce que justement, on a une vision un peu, je dirais, euphémisante du travail. Les gens qui pondent les lois, les gens qui font les règlements, ne sont pas ceux qui sont amenés à vivre la dureté du travail. Alors, une autre question. Sur le burn-out. Alors, la question de la reconnaissance du burn-out, c'est une campagne qui m'a, je dirais, beaucoup animé. On a beaucoup travaillé à partir de 2014, étant donné qu'on constatait l'envol des syndromes d'épuisement professionnel dans notre société. Et je dois dire qu'on a obtenu un certain nombre de choses, puisqu'aujourd'hui, par exemple, quand vous regardez les comptes rendus des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, on voit que globalement, même si on n'est pas encore dans les purs, on voit qu'il y a un progrès, qu'il y a plus de psychiatres, par exemple, qui sont mobilisés pour traiter les dossiers. On voit aussi que les tribunaux, mais pas par le biais de la maladie professionnelle, plus par le biais de l'accidentologie du travail, reconnaissent de plus en plus le syndrome d'épuisement professionnel. En fait, quand vous êtes en syndrome d'épuisement professionnel, très souvent, à un moment donné, quand la personne se trouve ce qu'on appelle en phase 3 de l'épuisement, il va y avoir en fait souvent une altercation avec l'employeur, un acte soudain qui va pouvoir permettre de qualifier le syndrome d'épuisement professionnel au titre des actions du travail. Et là, effectivement, après, on peut aller vers une reconnaissance plus simple que celle de la voie des maladies professionnelles. À peu près 10 000 accidents du travail passent ainsi chaque année. Alors qu'en fait, ce sont des maladies professionnelles. Vous voyez, on a un transfert de la branche maladie professionnelle vers la branche action du travail. Et tout ça, c'est lié au travail qu'ont mené bon nombre de professionnels, dont nous, mais pas seulement nous, mais y compris un certain nombre de professionnels, pour faire en sorte d'attirer l'attention sur cette pénibilité qui enchaîne l'individu, qui peuvent, sur le plan psychique, conduire l'individu à un risque de santé, d'embolie, risque d'AVC, risque d'infarctus, etc. Donc, il y a un progrès, mais on est encore loin du compte, puisque la vraie solution, c'est ce que j'avais dit quand j'avais été audité par l'Assemblée nationale, dans le cadre du rapport Gérard Sebaoun, qui avait repris cette idée que j'avais transmise. L'idée, c'est qu'il faut abaisser le seuil, qui est très élevé aujourd'hui pour inscrire les dossiers en reconnaissance dans les comités régionaux. Il faut baisser le seuil de 25% d'IPP à 10%. 10% d'IPP, ça permettrait de recevoir quasiment tous les dossiers, ça permettrait donc après d'avoir une véritable reconnaissance à l'ampleur du pays. Et 10%, d'ailleurs, cette idée a été retenue par Gérard Sebaoun, député à l'époque de l'Essonne, et Yves Sancy, député de l'Aveyron, pour les Républicains d'un côté, Gérard Sebaoun pour le PS de l'autre. Et ce rapport, qui devait donner lieu à une loi, n'a pas pu être mis en œuvre, puisqu'on arrivait à la fin de la législature qui accompagnait le président Hollande, et en fait, on a basculé après dans la nouvelle présidentielle avec M. Macron, et donc ça n'a pas pu se mettre en place. Mais c'est la solution. Pour moi, aujourd'hui, une des solutions, c'est d'abaisser le seuil à 10% pour permettre une meilleure reconnaissance des pathologies psychiques au travail, en permettant, je dirais, l'inscription dans le déroulé et de traitement des comités régionaux. Et puis après, bien sûr, une fois que la maladie elle est reconnue, elle peut être discutée au sein de l'entreprise. Tant qu'elle n'est pas reconnue, elle n'est pas discutée. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit c'est secret médical, c'est une affaire personnelle, etc. Ce qui fait que vous avez des boîtes où vous avez 5, 7, 8% chaque année de personnes qui partent en épuisement professionnel et qui ne sont jamais questionnées, puisque ces gens-là, c'est une affaire personnelle, soi-disant. Les gens sont fragiles, soi-disant, alors que les gens ont été en fait fragilisés par des managements trop intrusifs, des exigences professionnelles trop intenses, voilà, et qui les a conduits dans des situations difficiles. Tout en sachant qu'il peut y avoir aussi des cas liés à un travail compulsif, c'est-à-dire des gens qui s'investissent trop soit par ambition, soit parce que tout simplement ils n'ont que le travail dans leur vie, et à un moment donné, ça peut être coûteux. Je vous remercie. Je crois qu'il n'y a plus de questions. J'espère qu'on n'a pas été trop gêné par les problèmes techniques. Non, c'est nous en fait. Voilà. Bon courage à tous. Et puis,
en espérant qu'on se retrouvera très prochainement. À bientôt. Vous pouvez voir le replay. Vous pouvez voir le replay si ça vous intéresse, hein, bien sûr, d'y consacrer un peu de temps. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, c'est très clair. Merci.